Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur le plateau de Smart Impact et heureux d'accueillir une nouvelle fois Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, comment ça va? Très bien. C'est un peu notre dernière ensemble. Un petit peu notre dernière ensemble. Avec Ecopo, vous partez vers de nouvelles aventures. Donc c'est un plaisir, je le dis d'entrée, de partager cette émission avec vous, émission que vous avez créée il y a un an quand Smart... que la chaîne a été créée. Voilà, donc bravo à vous et merci d'avoir participé à cette émission. Il fallait commencer par là. Alors, comme tous les jours, c'est le grand entretien et aujourd'hui, pour ce grand entretien, on vous propose Emmanuel François, le président de la Smart Building Alliance, association qui fédère les organisations publiques et privées autour de ce qu'on appelle le bâtiment intelligent. Bref, ça nous projette dans la ville du futur. Absolument, il nous parlera d'ailleurs dans notre débat du jour de ces solutions liées à la problématique de l'eau dans la ville du futur, justement avec le cofondateur d'Innovaya, une société experte des technologies innovantes de filtration et de traitement des eaux. Et puis dans Smart Ideas, Arnaud Adler, gérant de l'imprimerie à Caen, on va voir comment fonctionne une imprimerie responsable. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien et c'est tout de suite. Bonjour Emmanuel François. Bonjour. Bienvenue. Thomas. Merci. Bonjour. Merci pour cette invitation. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le président de la Smart Building Alliance. Vous l'avez créé il y a 9 ans, c'est ça? Exact. Avec quelle idée? Avec une vision. Une vision que le monde changeait. Il y a 10 ans, j'étais sur mon vélo et je me suis dit, le monde change et il faut agir. Et donc, j'ai quitté mon entreprise, je me suis monté et puis un an après, j'ai créé la SBA, Smart Building Alliance for Smart Cities, avec d'autres personnes pour accompagner ces mutations fondamentales autour de la transition numérique et la transition environnementale. L'idée, c'était quoi? C'était de cumuler les deux, mais l'idée, c'était de fédérer autour de vous ceux qui ont envie de faire bouger ce secteur. Premièrement, fédérer tous ces acteurs qui ont envie de bouger et qui comprenaient déjà ces mutations. Et deuxièmement, avoir une approche totalement transversale, alors que l'organisation de notre société est verticale. On voit, il y a des ministères, c'est vertical, il y a des syndicats professionnels, c'est vertical, et le numérique est transversal. Et je me suis dit, en fait, on va réussir cette transition que si on met tous ces acteurs ensemble, si les acteurs de l'automobile parlent avec les acteurs du bâtiment, avec les énergéticiens, avec les acteurs des télécoms, parce qu'en fait, ils vont être obligés de se côtoyer et de travailler ensemble. Oui, c'est ça, la ville du futur, c'est une ville qui interagit, c'est ça, collective, qui rassemble les organismes privés, publics. Et donc, vous êtes actuellement pas loin de 500 membres, c'est ça actuellement? Oui. Pour SBA qui était donc créée en 2012, plus d'une vingtaine de commissions spécifiques actives, 3 cadres de référence et une dizaine de déclinaisons servicielles. C'est ça. C'est pas mal quand même. Vous proposez beaucoup d'outils. Comment ça se passe exactement? En fait, si vous voulez, on s'est rendu compte il y a 10 ans ou 9 ans, c'est qu'en fait, chacun voulait faire sa ville intelligente. Nice, Paris, ici les Moulineaux. Et aller s'adresser à des industriels, des acteurs. Et disait, on fait un quartier intelligent. Mais ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas 2-3 acteurs qui vont faire une ville intelligente. Il faut que ça soit beaucoup plus global, avec des solutions ouvertes, interopérables. Vous voyez, et c'est cette approche-là qu'on a faite. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple. Parce qu'en fait, il faut pousser le trait. Il faut pousser le trait. Les bonnes pratiques aussi. Et donner les bonnes pratiques. Et c'est pourquoi on s'est dit, pour pousser le trait, il faut écrire des méthodologies, des cadres de référence vers lesquels tous les acteurs, y compris les acteurs financiers, les acteurs politiques, vont converger. Et c'est sur ces bases-là qu'on va pouvoir enfin penser la ville de demain. Si la ville de demain, elle est de telle entreprise ou de tel pays, ça ne marche pas. Il faut que ça soit une ville qui soit partagée et à commencer partagée par le citoyen. Est-ce que ça passe par la création de labels, ça, par exemple? Exactement. Il y a beaucoup de labels, donc on se perd un peu. Oui. Alors, c'est des cadres de référence qui peuvent donner lieu à des labels, mais avant tout, c'est des cadres de référence qui servent de référentiel pour chaque industriel, pour chaque acteur, pour chaque collectivité qui va justement écrire comment, par exemple, les données vont être collectées, comment les systèmes sont connectés. Et ça, la loi, elle ne cadrait pas ça assez bien? Non, aujourd'hui, la loi ne le cadre pas encore. Et bien entendu, mon objectif aujourd'hui, c'est que ces cadres de référence, ce n'est pas parce que c'est la SBA qui l'a fait, mais ces cadres de référence deviennent vraiment des standards pour
à la fois en France, mais en Europe et même dans le monde. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Mais alors, ce qu'on s'est rendu compte, ça n'existe pas. Concrètement, on trouve quoi dans ce cadre de référence ou dans ces cadres de référence? Eh bien, à la fois, c'est comment les équipements vont communiquer entre eux. Oui. Donc, je sais pas, moi, ça peut être... c'est aussi bien votre système de pilotage de chauffage que l'éclairage, que votre système de sécurité, que tout ça, ou audio-vidéo, que tout ça, ça communique, que ça soit simple, avec des données qui soient sécurisées, que les systèmes soient sécurisés également, et ensuite que les données collectées, eh bien, effectivement, elles soient... Il y a une gouvernance, qu'elles soient écrites. Que ça ne soit pas un tel qui collecte toutes les données, qui siphonne toutes les données et qui va imposer sa loi, puisque la donnée est au centre de cette transition. Donc il faut parler de gouvernance de la donnée. C'est fondamental. Et de souveraineté de la donnée aussi. Et de souveraineté de la donnée. Et puis ensuite, il faut parler de management responsable, c'est-à-dire comment ça évolue. Parce que le day after, tout de suite déjà ça a changé, il y a des mises à jour à faire. Et donc ça aussi, il faut le penser, il faut l'intégrer, il faut que ça soit durable. Et vous voyez, c'est un énorme chantier. Et c'est notre ambition. Vous allez me dire, c'est gigantesque. Mais si on ne commence pas, on ne fait rien. Donc c'est ce que je me suis dit. Et aujourd'hui, il y a 500 acteurs qui nous suivent. Et puis récemment, on a lancé la SBA en Italie. Il y a 2 mois, ils sont déjà 40. Ils ont écrit 3 propositions pour des lois. Donc je me dis qu'en fait... on essaime, et puis bientôt on va ouvrir la Belgique, le Luxembourg, on est en relation avec la Commission européenne, on travaille avec la Commission européenne, on travaille même avec le gouvernement allemand sur ce sujet de gouvernance de la donnée. Vous voyez, donc quelque part ça va loin. Et c'est vrai que Thomas parlait de label. Qu'est-ce que le label R2S ? Eh bien c'est ça, alors il fallait bien trouver un mot. Et on s'est dit, il faut que ça soit anglicisé, parce qu'il faut que tout le monde le comprenne. Ouais. Mais il y a un peu de français dedans, parce qu'on a mis R2S. C'est en fait Ready to Service. On aurait dû dire Ready for Services. Mais ouais, ça, c'est le French Note. Et donc, R2S, Ready to Service, c'est-à-dire comment un bâtiment, comment une ville, comment un territoire, comment même la mobilité est prête à des services. En fait, on change complètement de modèle. On était sur un modèle basé sur la propriété. On parlait de la propriété d'un bâtiment, la valeur vénale d'un bâtiment. Et maintenant, on va parler de la valeur d'usage du bâtiment, qui vient s'additionner à cette valeur vénale du bâtiment. C'est fondamental. Eh bien, pour évaluer cette valeur d'usage, il fallait un référentiel autour des services, les services qui vont permettre ces usages. Et donc, plus effectivement on aura des usages, plus la valeur du bâtiment ou la valeur du territoire va augmenter. Et si vous voulez, c'est un vrai changement. Ouais. Donc vous affichez pas loin de 500 membres en ce mois de mai 2021. Ça veut dire, est-ce que par exemple les géants du secteur vous suivent ? Est-ce que les géants du bâtiment, les géants de la gestion de l'eau, est-ce qu'ils sont là ? Les géants viennent de plus en plus parce qu'en fait, ils voient bien qu'on est incontournable. Même si, quelque part, ça les dérange parce qu'en fait... On parle d'interopérabilité, de système ouvert, de partage de la donnée. Le partage, ce n'est pas forcément l'apanage des grands. Ils préfèrent effectivement avoir des systèmes qui soient le leur ou qui partagent avec quelques acteurs en écosystème. Alors que là, on dit il faut que ça soit... On change de débat. Le débat, il est sur la collecte de la donnée et les services qu'on va faire autour de cette donnée, surtout autour des services autour de cette donnée. Mais petit à petit, ça passe. Ça passe, pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions politiques, et des pressions surtout des usagers. Les usagers ne voudront surtout pas que leurs données partent vers un industriel, quel qu'il soit, ou un acteur quel qu'il soit, et que ce soit lui qui lui impose la loi, qui lui dise « tu éteindras ta machine à laver ou je vais l'éteindre à ta place, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. » Ou si tu veux le choisir et tu vas contre, ça va te coûter un brin. Eh bien non, ça, c'est pas possible. Il faut qu'il soit informé et qu'il ait la possibilité de choisir entre démarrer sa machine à laver et recharger son véhicule. Ce n'est pas un autre acteur qui veut lui imposer. Mais c'est ça qui est important. Et l'enjeu, il arrive aujourd'hui, surtout avec l'électrification. C'est aujourd'hui qu'on décide pour construire les villes de 2040 et 2050, ça c'est sûr. L'émission, elle s'appelle Smart Impact. On est beaucoup sur la transition écologique. À quel point cette révolution-là, elle accompagne ou elle accélère la transition écologique pour vous ? Parce qu'en fait, c'est vrai que je me plais à dire que le numérique est au cœur de toutes les transitions. Aujourd'hui, je le dis ici, le ministère du numérique ne devrait pas exister. En fait, il devrait être dans tous les ministères. C'est comme le développement durable. Il doit être intégré dans tous les ministères. Ça doit être dans notre ADN. Vous
Vous comprenez ce que je veux dire? Et le numérique, c'est au cœur de toutes ces transitions, et notamment la transition environnementale. Il va nous permettre d'optimiser les ressources. Est-ce que c'est pas incompatible? Parce qu'il y a quand même un débat. Hein. Le numérique, c'est censé... Et c'est même pas censé, ça le pollue. numérique consomme de l'énergie, bien entendu, on sait. Donc en quoi ça peut d'un côté aider et d'un autre, il faut quand même faire attention à son usage? Alors, si vous voulez, il y a déjà numérique et numérique. Aujourd'hui, ce qui consomme énormément de données, c'est la vidéo, c'est ce que vous avez sur votre portable. Et là, ça n'a rien à voir avec la ville intelligente, avec des données de température, de position d'un capteur. On est vraiment, c'est un pouillem. Vous voyez, donc il faut bien repositionner le débat. Ensuite, si vous voulez, on va vers un numérique durable, responsable. Et ce numérique-là va nous permettre, mais c'est juste incroyable, d'optimiser fondamentalement les ressources. Les ressources d'espace, quand on sait qu'une ville, c'est 70% de l'empreinte carbone. Eh bien, aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer complètement de modèle, de mode de vie. On voit bien que nos activités humaines changent. On ne travaille plus pareil. On ne se soigne plus pareil, on ne commerce plus pareil, on n'enseigne plus pareil. On ne se déplace plus pareil. On se déplace plus pareil. Eh bien, en fait, à partir du moment où les activités humaines changent, eh bien, les bâtiments doivent changer. Le costume, aujourd'hui, ne nous va plus. Il ne nous va plus. Et moi, quand je suis dans la rue, je me dis, ces bâtiments, en fait, c'était les bâtiments d'avant. Mais on est dans une autre ère. Il y a ce qu'on voit, il y a les bâtiments, et puis il y a ce qu'il y a en dessous, le réseau, les réseaux. Et on va parler du réseau d'eau. Et justement, on va voir comment les solutions numériques, l'intelligence humaine et artificielle peut permettre d'optimiser la gestion et la consommation d'eau. C'est tout de suite, c'est notre débat. Quelles sont les solutions apportées pour la ressource vitale qu'est l'eau dans les villes du futur? C'est le thème de notre débat du jour, avec pour en parler toujours Emmanuel François et Khaled El-Mezayen, le cofondateur d'Innovaya. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue. Vous pouvez nous présenter, déjà nous parler un petit peu d'Innovaya, ce que vous avez fondé en 2018, je crois. Exactement. Donc Innovaya, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Justine Vidil et Guillaume Longchamp. C'est une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante qui développe des systèmes de traitement mobiles ou pas pour les zones isolées, difficiles d'accès ou de conflit pour rendre l'eau potable à travers le monde. Alors peut-être qu'on peut reposer un petit peu le sujet. Hein. Est-ce qu'on peut redéfinir, réexpliquer la problématique de l'eau qui est en train de se poser pour les années à venir? Alors on a une raréfaction de l'eau disponible douce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la même quantité d'eau sur Terre depuis des millions d'années, sauf qu'on a une diminution de du pourcentage d'eau douce disponible. Et donc aujourd'hui, il faut repenser un petit peu la façon dont on utilise cette eau douce pour pouvoir la préserver. Et donc ça passe par une relocalisation, c'est un peu ce qu'on a déjà évoqué dans la première partie de l'émission. Ça, c'est l'une des solutions que vous prenez ? C'est une solution que l'on prône, des systèmes de décentralisation pour le traitement de l'eau, pour pouvoir rationaliser en fait le besoin en eau. Est-ce qu'on a besoin d'une eau douce, propre? Est-ce qu'on a besoin d'une eau potable? Et donc en se rapprochant de l'utilisateur, on va pouvoir faire cette dissociation et pouvoir appliquer le bon traitement, soit pour faire de l'eau potable, soit pour faire de l'eau propre, soit pour des eaux pour d'autres usages. Les réseaux tels qu'ils existent actuellement, ils permettent de le faire efficacement, ça? J'imagine que non, c'est un peu sous-entendu dans votre postulat. Pas vraiment aujourd'hui, parce qu'on a un modèle qui est assez simple. Hein. Donc on a une usine de potabilisation, ensuite on a un réseau qui va vers les bâtiments, vers les quartiers, vers les hameaux, et ensuite on a un réseau d'eau usée. Donc c'est très linéaire, et ça s'appelle le petit cycle de l'eau, donc c'est l'usage qu'en fait l'humain. Et ce modèle-là permet en fait de faire des piquages pour faire des réutilisations, mais il est pour l'instant il est très linéaire. D'accord. Et il y a des modèles du coup économiques alternatifs, et notamment qui reposent, il y en a un sur des tokens, je crois, c'est ça? Alors, est-ce qu'on est bien renseigné? C'est quoi? C'est à développer. Déjà, j'aimerais comprendre. C'est à développer. Peut-être Emmanuel voudrait. C'est quoi ce modèle? Non, mais juste pour revenir tout à l'heure, pour qu'on comprenne bien, en fait, c'est vrai qu'on ne va pas opposer les réseaux centralisés avec les réseaux décentralisés, comme Innovaya le propose. C'est pour l'eau, mais c'est pareil pour l'énergie. C'est qu'on va vers une hybridation des réseaux. Et c'est ça le mot hybride. Notre société est en train de s'hybridifier. Tout.
tout. Oui. Et ça touche bien sûr les réseaux. Alors ça veut dire quoi? Prenons l'exemple concret de l'eau. Eh bien pour l'eau, effectivement, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau centralisé comme on l'a aujourd'hui. Mais on voit bien qu'en fait, il y a des fuites d'eau. On perd 20% à l'échelle d'une ville et ça ne fait que s'empirer. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir aussi une collecte de l'eau locale et un retraitement de l'eau locale. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir un deuxième réseau d'eau, un réseau qui est local et qui réutilise les eaux d'usage. Une économie circulaire de l'eau locale. Exactement. Pareil pour l'énergie. Ouais. On va avoir un réseau courant continu et un réseau courant alternatif. Réseau courant alternatif, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Le réseau courant continu, c'est celui qui sera lié au stockage de l'énergie et à la production ENR, parce que tout ça, c'est en continu. Et alors, c'est connecté, et chaque fois qu'on transforme du courant continu en alternatif, on perd 7% d'énergie qui s'en va en chaleur. Eh bien, c'est pareil pour l'eau. On se rend compte qu'en fait, là, il va falloir qu'on optimise ces ressources parce qu'elles deviennent de plus en plus rares et les gérer localement. Alors maintenant, pour répondre à la question, eh bien, en fait, ce qui est important, c'est d'impliquer le citoyen. Et en fait, il faut aller vers d'autres économies. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a l'économie de la propriété et l'économie de l'usage. Et l'économie de l'usage, elle est sur d'autres modèles économiques, des modèles alternatifs, qui sont plus forcément en euros, mais en tokens. C'est de la crypto-monnaie? Non, pas forcément de la crypto-monnaie. On utilise la blockchain, mais ce n'est pas forcément la crypto-monnaie. C'est-à-dire la blockchain pour authentifier une traçabilité, pour authentifier un acte, authentifier une consommation d'eau. Et alors, en quoi le citoyen est acteur, du coup, là-dedans? Et alors, le citoyen, c'est-à-dire que plutôt qu'on lui donne des euros, parce qu'il y a en précarité d'eau, eh bien, on va lui donner des tokens. Et ces tokens, ce seront des tokens d'eau qui va pouvoir investir uniquement dans de l'eau. Il n'y aura pas de contournement de cet argent pour faire autre chose, pour s'acheter une voiture, pour vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est un sujet que j'adore et que, effectivement, Khaled met en évidence, c'est-à-dire que, notamment dans des pays où il y a des problématiques d'eau, eh bien, plutôt que l'Europe donne des milliards pour investir dans des systèmes d'eau, eh bien, c'est qu'on donne des tokens eau à des gouvernants, à des acteurs qui vont les investir dans des machines comme celle d'Innovaya. Mais ça, Khaled Al-Mezayen, ça existe déjà? Alors, c'est déjà à l'œuvre ou c'est un projet? Alors, il y a des projets qui sont mis en œuvre sur le modèle décentralisé. On va prendre Mille et une fontaines, par exemple, en Cambodge, qui le fait déjà avec des systèmes décentralisés, mais le paiement se fait encore de façon numéraire, avec de la monnaie locale, etc. Donc l'idée, c'est, pour arriver à lutter contre cette précarité, en fait, c'est d'arriver à donner la base de leurs besoins, qui est, on a besoin d'eau, on va vous donner quelque chose pour échanger contre de l'eau. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est avoir une traçabilité de la transaction, et on est sûr que ça sera pour utiliser, pour acheter de l'eau, par exemple. Voilà. Et alors, la difficulté, Thomas, j'allais dire, c'est pas les lobbies, justement, dans ce secteur-là, qui vont peut-être empêcher, n'est-ce pas, le développement local de cette nouvelle façon, en fait, de s'approvisionner en eau? L'idée, c'est qu'on ne peut pas être partout, de toute façon, et on l'a très bien vu. Ce qui intéresse beaucoup, alors je ne parle pas forcément de lobby, mais les grands acteurs de l'eau, de toute façon, vont s'intéresser à des grandes villes, vont s'intéresser à des moyennes villes, mais tout ce qui est petit quartier, tout ce qui est petit village, ça, ce sont des choses qui sont pas forcément, qui ne les intéressent pas forcément. Et en plus de ça, c'est là où il y a le plus de précarité. Et c'est là où il n'y a pas d'accès à l'eau potable en général, par exemple. Mais donc, pour donner un exemple, parce qu'effectivement tu parles de village, c'est qu'on peut imaginer un village ou une ville où les citoyens investissent en euros dans la machine. Et ils ont une contrepartie en token. Et donc, en fait, si vous voulez, dès que l'eau, ils vont utiliser des lots, et donc, vous voyez, on va équilibrer en token et non plus en euros. Et ces tokens, ils pourront en faire quoi? Et ces tokens, donc déjà, ça sera sur l'eau. Mais on peut très bien imaginer que demain, ils investissent dans une machine pour traiter, par exemple, des déchets agroalimentaires. Ça existe, il y a des villes qui commencent à le faire. Et pareil, ils auront des tokens. Et donc, ces tokens, ils pourront les utiliser et les échanger. Et puis, on va faire pareil sur de l'énergie. Ils vont investir dans une production d'énergie locale, ENR, stockage local. C'est ce qu'on fait à Châteauneuf, par exemple, dans la Loire. Et là, une fois de plus, ils vont avoir des tokens énergie, mais on va dire, token énergie, ça équivaut à un token d'eau, et on va pouvoir créer une économie circulaire. Et puis demain, on va pouvoir dire, tiens, la mairie accepte
par exemple, qu'elle paye une partie des impôts locaux soit payée en token. Pourquoi pas Oui, et on va commencer. On va peut-être aller là. Est-ce que c'est un peu utopique pour l'instant? Non. Là, l'histoire des tokens, non, en fait, c'est les monnaies locales. Oui, ça existe déjà, des monnaies locales. Elles existent. Ça a existé avec le VIR en Suisse. Oui, bien sûr. Voilà, et maintenant, c'est donner cette ampleur-là, c'est ça ma question. Voilà, en fait. c'est d'aller vers vraiment beaucoup plus sur généralisation et d'utiliser la blockchain pour authentifier les transactions. Parce que c'est ça qui est important. Mais ça, pour y arriver, il faut convaincre qui? Les maires des collectivités locales? Alors, les maires peuvent effectivement aujourd'hui aller vers ça. Et il y a des projets qui commencent à exister. Il y a un beau projet qui est en cours, qui s'appelle Microville 112, qui est notamment une friche, c'est la friche de la base aérienne 112 au nord de Reims. Et l'objet, justement, c'est de faire une microville avec, justement, cette idée de tokenisation de l'économie locale, où il y aurait des échanges qui seraient plus en euros, mais en tokens. Mais c'est vrai qu'il faut partir sur des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est vrai que c'est l'eau, l'énergie. C'est vrai, c'est du basique, ça. C'est du basique et c'est tout de suite palpable. Et vous travaillez avec quelle municipalité déjà en France aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore commencé notre travail en France parce qu'on était tourné vers l'international jusqu'à présent. Mais effectivement, nous avons signé un accord de collaboration avec le groupe SOR, qui est le numéro 3 de l'eau en France, pour travailler sur ces sujets de digitalisation. Parce que pour arriver à la tokenisation et à tous ces sujets-là, il faut d'abord passer par de la digitalisation. Alors la digitalisation, c'est quoi? C'est mettre des capteurs, pouvoir autonomiser par exemple des machines qu'on va décentraliser, parce que vous l'aurez compris, le système, pourquoi on centralise aussi le traitement de l'eau et des eaux usées, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des opérateurs derrière. Donc si vous faites des mini-stations qui ne sont pas autonomes à l'échelle d'un quartier ou d'un bâtiment, c'est très difficile à gérer par l'humain. Donc il faut pouvoir digitaliser aussi ces machines pour qu'elles puissent nous renvoyer de la donnée. Ces données vont être au plus proche du consommateur et donc elles seront, j'aime bien dire ce mot, on va réhumaniser la data et cette data va nous permettre en fait et de gérer les machines et de savoir et d'identifier par exemple des personnes qui sont précaires et donc ensuite de pouvoir distribuer ces fameux tokens à ces personnes-là et pouvoir différencier par exemple les mauvais payeurs de ceux qui ne le sont pas, qui ne peuvent pas en fait payer. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nos contrées. Parce que même dans ce monde-là, il y aura aussi des mauvais payeurs. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter cette vision et ce qui existe déjà, ce qui se met en place pour inventer la ville du futur. On va passer maintenant à Smart Ideas, les amis, et on vous propose une imprimerie responsable. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, et aujourd'hui on parle imprimerie avec Arnaud Adler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'imprimerie Acant. Vous en avez pris la tête il y a combien de temps? Et puis alors, avec quelle ambition, quelle idée de transformation? Alors, c'est une entreprise qui avait été créée en 1985. Moi, je l'ai reprise il y a 13 ans à son créateur. Et puis, j'avais envie de développer une entreprise pour être un peu plus maître de son destin par rapport à ma carrière précédente où j'étais salarié. D'accord. Et c'est quoi les caractéristiques d'une imprimerie comme Acant? On parle d'imprimerie responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, nous, on est spécialisé sur l'imprimerie dédiée aux professionnels. Donc, on va être toutes sur la communication, en fait, communication visuelle des entreprises, donc les plaquettes, les affiches, la signalétique, tout ça. Et la partie responsable, alors nous, on est très, très sensible à l'environnement. On a, il y a quelques années, alors que ce n'était pas encore à la mode, établi un bilan carbone qui nous permettait en fait de connaître l'ensemble de nos émissions carbone liées à notre activité. Donc ça, on a fait ça il y a quelques années. Ça nous a permis d'abord d'avoir un chiffre sur la partie émissions carbone et aussi d'avoir un certain nombre de plans d'action. D'établir une feuille de route. Une feuille de route pour réduire son empreinte carbone. Alors c'est très compliqué dans le secteur de l'imprimerie parce que
Côté papier recyclé, c'est pas simple de se fournir. Je crois qu'en Scandinavie, il y a du papier, on peut se fournir. Et en Allemagne aussi, mais la loi fait qu'on ne peut pas aller chercher trop loin, sinon on paye des taxes. Donc ça, déjà, côté papier recyclé, c'est compliqué. Et côté encre aussi, je crois qu'il n'y a rien de vraiment très, très responsable, je crois. Alors, c'est un vrai défi, c'est un secteur qui est face à des enjeux colossaux. Exactement. Le papier, c'est un vrai sujet parce que lorsqu'on regarde le bilan carbone, ça correspond à 2/3 des émissions, donc des émissions carbone. Donc le papier, c'est vraiment le point le plus important. Sur la partie recyclée, vous avez raison, il y a un vrai sujet parce qu'en fait, on s'aperçoit dans les chiffres que le papier recyclé a une émission carbone en moyenne supérieure au papier issu de forêts, enfin de matières vierges, et souvent d'ailleurs du papier issu de forêts gérées durablement. Donc déjà, il y a un faux débat sur le papier recyclé versus papier non recyclé. C'est une fausse solution. Oui, alors, c'est pas une fausse solution. Si ça pollue plus. Alors, il y a une empreinte carbone supérieure, mais aussi parce qu'on a des coûts de production, enfin, pas des coûts de production, des conditions de production qui font que l'émission de carbone est supérieure. Et on a aussi en France des problèmes de capacité de traitement du papier recyclé. Donc, c'est au même titre que lorsque vous allez acheter une tomate bio, si elle vient de l'autre bout de la terre, c'est pas très bon pour la planète. Donc, le papier recyclé, c'est bien, sous réserve qu'il soit produit localement. Oui, et ça, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y a des usines qu'on fermé parce que c'est la crise du papier. Donc, voilà, il ne faut pas non plus être l'ayatollah du papier recyclé. Vous êtes situé où à Caen ? Alors, nous, on est situé à Vanves, donc aux portes de Paris. Et on achète du papier un petit peu recyclé, mais beaucoup issu de forêts gérées durablement, notamment avec un papier phare qui est produit en France, qui a une empreinte carbone qui est correcte par rapport aux autres. Et votre papier recyclé, il vient d'où du coup ? Et le papier recyclé, il vient encore de France. Voilà, mais il y a une faible demande encore pour nos clients sur le papier recyclé. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et donc pour terminer, ce chemin, là, ces objectifs de limitation de votre impact, vous les tenez comment ? Alors, on est allé assez loin parce qu'une fois qu'on était allé au bout de notre feuille de route pour réduire l'empreinte carbone, à un moment, il n'y a plus grand-chose à réduire. Donc, pour aller plus loin, on a décidé de faire de la compensation carbone. Donc, la compensation carbone, comment ça marche ? Une fois qu'on connaît le chiffre qui correspond à nos émissions carbone, eh bien, en fait, on va souscrire à des programmes de reforestation. On va donc planter des arbres qui à terme, vont absorber, stocker en fait le CO2 qu'on va émettre avec notre activité. Et c'était le thème de notre débat d'ailleurs hier. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter à Kant. Merci encore Émilie. C'est la dernière ensemble, donc bon vent à vous et bon vent à Ecopole, média expert de l'économie responsable. Encore une fois, c'était un bonheur de partager cette émission. Partagé, Thomas. Avec vous. Bon vent, à très bientôt. Vous serez peut-être invité. Merci à tout le monde. Vous serez peut-être invité de l'émission, qui sait. Allez, salut à toutes et à tous. Restez sur Bismart, la chaîne des audacieux. Et des audacieuses, bien sûr. Salut.